On a entendu aussi l'hôpital tout à l'heure de Lausanne qui a communiqué et qui rappelait à quel point quand on soigne des grands brûlés, ce sont vraiment des soins très particuliers, ce qui explique aussi le besoin de transfert de certains patients, parce que ce sont des soins et des équipements très particuliers pour traiter ces patients. Oui, c'est des centres spécialisés, avec des équipes spécialisées, des infirmières et des infirmiers qui sont très compétents, qui savent traiter la réanimation et la chirurgie, donc c'est une compétence très particulière. C'est des équipes de réanimateurs et de chirurgiens qui sont spécialisés là-dedans, et surtout c'est un afflux massif. Et l'afflux massif, ça change tout. C'est que ces centres de brûlés qui sont prévus pour 3, 4 lits dans la vie courante, 5 lits, 10 lits selon les capitales, là, vont devoir recevoir 20, 30 brûlés. Même s'ils avaient les lits, il n'y a pas les capacités humaines en hommes pour pouvoir tous les traiter. Il faut 10 personnes pour un grand brûlé, jour et nuit, pour être à son chevet. Donc, les brûlologues, nous, on a l'habitude. Il y a des plans blancs qui sont faits, et lorsqu'il y a des afflux massifs, c'est des phénomènes rares. On ne peut pas faire des lits à n'en plus finir avec des lits vides dans les hôpitaux. On met en route un processus où on va dispatcher les brûlés dans différents centres, d'abord dans le pays, et puis dans les pays limitrophes, ça marche très bien. On va continuer à en parler évidemment avec vous. On se rend sur le terrain, on rejoint Valentin Rouillon et Florian Doré. Bonsoir et merci à tous les deux d'être dans Punchline. Valentin, je crois que vous êtes non loin d'une église où se tient pour le deuxième soir consécutif justement une messe, un moment d'hommage et de prière à la fois pour les personnes décédées et aussi pour les victimes blessées. Absolument, Elodie, nous sommes devant l'église de Montana Station. La cérémonie a commencé il y a une dizaine de minutes. Les cloches ont résonné dans tout le village en hommage aux victimes et pour appelé au début de cette cérémonie, plusieurs familles qui sont présentes à l'intérieur, environ une centaine de personnes, et puis une présence, il faut le dire, de jeunes. Plusieurs adolescents, visages assez jeunes, sont à l'intérieur de l'église, comme ceux qui se sont rassemblés dans la rue près du bar Le Constellation. Pour certains, parce qu'ils y étaient cette nuit-là pour certains et ont vu l'horreur de cette soirée. En tout cas, cette messe qui est organisée à 18h aujourd'hui, il y aura la même dans cette église demain soir, puis suivi d'une prière du chapelet pour les victimes, et puis dimanche ce sera à la chapelle de Cran, de l'autre côté du village, messe de l'Épiphanie à 10h à l'intention des victimes, présidée par Monseigneur Jean-Marie Levé, évêque de Sion, en présence des responsables de l'église réformée. Voilà ce qu'on peut vous dire. Merci beaucoup Valentin, merci à Florian Doré qui vous a accompagné pour ce duplex. Véronique Jacqui, on va entendre dans un instant une survivante de cet incendie et qui parle de l'importance de la foi. On disait tout à l'heure l'importance de trouver un soutien psychologique, d'avoir des personnes qui vous entourent, et on le voit avec ces messes où il y a beaucoup de monde hier et aujourd'hui, certains qui ont besoin aussi de trouver refuge dans la foi, et il y a fort à parier que dans ces jeunes qui sont allés à l'église ce soir, peut-être, et d'ailleurs sans doute que beaucoup ne sont pas croyants, mais que là ils ont besoin de trouver en tout cas ce réconfort. La place du spirituel reprend sa place, c'est le cas de le dire. On remet l'église au milieu du village, que l'on soit croyant ou non, tout simplement parce que ça touche à l'indicible, ça touche à quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, donc on se raccroche au sacré. Et puis il y a aussi cette dimension de consolation à trouver, consolation par rapport au traumatisme ressenti, par rapport à la perte d'un proche, par rapport à l'ami qu'on ne retrouve pas et que l'on cherche toujours, soit dans les morgues, soit à l'hôpital. La compassion aussi pour tous ces grands brûlés, ces grands blessés qui se trouvent dans les hôpitaux, et on n'a pas de mots. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment la prière du cœur et la prière de l'âme qui prend le relais. Je voudrais qu'on écoute justement Laetitia, c'est cette jeune femme à laquelle je faisais référence à l'instant. Elle a survécu à cet incendie et elle raconte aussi comment l'un de ses amis a survécu. D'abord, on l'écoute et puis on sera ensuite avec un prêtre justement qui nous parlera de cette dimension. On écoute Laetitia. J'ai un ami à moi, c'est tout pareil, il n'arrivait pas à sortir. Et il s'est juste assis et il a tenu sa croix dans sa main. Et juste le feu l'a esquivé. Le feu l'a juste pas touché, le feu était juste tout autour de lui mais pas sur lui. Et il a survécu, heureusement. Il a réussi à partir et il a cassé une fenêtre pour pouvoir s'enfuir. Mais moi aussi, c'est pour ça que maintenant, ce soir, je suis là. C'est parce que moi, je veux juste remercier le Seigneur de m'avoir sauvée. Et je demanderai juste aussi de sauver mes amis qui sont portés disparus parce que c'est horrible. Parce que moi, il me manque, j'ai pas envie de perdre d'autres gens parce que là, j'ai déjà perdu des gens. Et
On en cherche un Henri, j'ai pas envie. Parce que j'ai déjà eu tellement peur. Peur pour moi, peur pour mes copines, peur pour tout le monde à l'intérieur. J'ai des amis à l'hôpital, j'ai des amis partout. Non, peu importe qu'on soit croyant ou pas, qu'on adhère à ce que vient de dire cette jeune fille ou pas, ce qu'on voit en tout cas, c'est l'importance de trouver un soutien, quel qu'il soit, que ce soit des psychologues, que ce soit une famille, que ce soit d'autres témoins, que ce soit la foi. On voit à quel point tous les témoins qu'on interroge ont vraiment besoin de se raccrocher à quelque chose. Là, elle parle de la foi. Hier, on avait un témoin qui nous disait qu'il avait besoin de parler à des psys très régulièrement. Il y a ce besoin en fait de se dire, je sens un peu que je sombre, j'ai besoin que quelque chose me raccroche un peu à la vie finalement. Mais ce témoignage est significatif d'un retour de la religion chez les jeunes, parce qu'effectivement, on parle beaucoup du retour à la religion musulmane, mais il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui reviennent à la religion qu'ils appellent chrétienne. On ne sait pas très bien si c'est catholique, enfin souvent catholique ou protestante, mais enfin chrétienne. Et ça reste minoritaire, mais c'est un phénomène tout à fait symptomatique de la jeunesse d'aujourd'hui. Et donc, je ne sais pas justement si cette jeune fille justement va aller chercher dans la foi le soutien nécessaire ou bien si c'était préalable, mais c'est pas tout à fait quelque chose d'anecdotique dans cette jeunesse-là, voilà, qui est pluriforme et où Dieu revient. Jean-Michel Salvatore, c'est vrai qu'on voit aussi chez ces rescapés un sentiment de grand vide et une envie de combler ce vide, des envies de trouver des réponses. Comme on le disait, pour l'instant, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Elle dit elle-même qu'elle attend des nouvelles de ses proches. On ne sait pas véritablement ce qui s'est passé avec certitude. On n'a pas le déroulé vraiment des faits et des vraies raisons de cet incendie. Et donc ce vide, en fait, on cherche à le combler. Ça peut être la foi, ça peut être évidemment d'autres raisons aussi, d'autres choses. Oui, mais moi je pense qu'ils ont envie d'être ensemble, en fait. Parce qu'on voit bien que Crans-Montana, c'est une petite station où il y a énormément de gens qui viennent là depuis longtemps. Tout le monde se connaît. Donc tous ces jeunes s'étaient regroupés dans ce bar pour fêter le passage à l'année 2026. Et donc, ils ont tous des copains qui ont disparu, tous des copains qui sont blessés, tous des copains qui sont morts. Et je pense qu'ils ont besoin de se retrouver tous ensemble pour se dire nous on est vivants et de se soutenir les uns les autres, de se consoler les uns les autres et peut-être d'essayer de trouver une explication à tout ça et peut-être dans la foi, peut-être d'avoir des réponses aux questions qui se sont peut-être pas jusqu'à présent posées parce qu'ils étaient dans l'insouciance, ils étaient dans la jeunesse, etc. Mais moi je pense que le fait d'être ensemble, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, dans l'Évangile, on dit souvent « réconfortez-vous les uns les autres ». C'est un peu ça. Et justement, nous sommes en ligne avec l'abbé Mathieu Raffray. Bonsoir et merci d'être l'invité de Punchline. On vient d'entendre ce témoignage de cette jeune femme qui se raccroche à la foi. Et on a entendu aussi notre correspondant sur place, notre envoyé spécial Valentin Rouillon, expliquer qu'il y avait beaucoup de monde dans ces messes. J'imagine que vous, ça ne vous étonne pas forcément que des gens dans la détresse aillent chercher dans la foi un réconfort, parfois sans doute aussi pour des personnes qui ne sont pas très pratiquantes ou pas très croyantes, mais ça peut rester un refuge pour certains. Oui, bien sûr. Quand on est confronté au mystère de la mort, de la souffrance, lorsqu'on est confronté au drame de la vie, eh bien c'est le moment où on se tourne vers Dieu en disant mon Dieu, sauvez-moi, donnez un sens à cette souffrance, donnez un sens à ces drames que je suis en train de vivre. Donc effectivement, c'est tout à fait naturel de se tourner vers Dieu. Et c'est là où Dieu, finalement, est parfois l'unique réponse face au mystère de la mort et surtout des morts tragiques. S'il n'y avait pas Dieu pour donner une réponse, ce serait terrible. Ce serait terrible. Est-ce que c'est aussi un moyen de ce que vous connaissez? J'imagine que des personnes se sont tournées vers la foi sur des drames personnels, quels qu'ils soient. Est-ce que c'est aussi un moyen de combler un certain vide, comme vous le disiez? Parfois, quand on n'a pas de réponse, eh bien, se réfugier dans la foi, c'est un moyen de se répondre d'une quelconque manière et de trouver un réconfort qu'on ne trouve peut-être plus ailleurs dans des moments de grande souffrance et de grande solitude. Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut même dire théologiquement que finalement, si le mal est permis par Dieu, c'est pour permettre à ce que certains se tournent vers lui, dans le sens où parfois on a l'impression que tout va bien dans notre vie, qu'on est maître de tout, qu'on est heureux, on est jeune, on est en forme, comme toutes ces malheureuses victimes. Et puis du jour au lendemain, tout peut changer. Ça nous rappelle que nous, finalement, nous sommes peu de choses par rapport à la vie, par rapport à la mort, et qu'on a besoin de Dieu. Nous sommes tous dans notre vie, à un moment ou l'autre, confrontés à des
à des épreuves. Évidemment, il y a certaines épreuves qui sont plus dramatiques et plus incompréhensibles que d'autres, mais c'est pour ça finalement que l'homme se tourne vers Dieu et on se rend compte que tout homme, même un jeune en pleine force de l'âge, peut du jour au lendemain avoir besoin de Dieu parce que le monde n'est pas simplement, ne se réduit pas à notre vie et on ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tout. Et justement, on parlait avec Laetitia Guinan à l'instant aussi de ce retour vers la foi des jeunes. Et quand on a entendu justement Valentin Rouillon qui était devant cette église, lui-même l'a mentionné, il y avait beaucoup de jeunes présents dans cette église de manière peut-être un peu plus large, ma question, mais on voit que dans un monde où les repères semblent un petit peu chamboulés, eh bien, il y a un retour aussi d'une jeune génération vers les églises, une fois de plus, parce que en perte de repères, on se raccroche peut-être parfois à la foi, ce qui n'était peut-être pas le cas pour les générations précédentes. Disons que ce retour vers Dieu est sans doute plus visible dans les jeunes générations, dans le sens où effectivement les promesses du monde moderne, avec le progrès, avec le confort, montrent aussi leurs limites. Les générations précédentes ont sûrement vécu un peu dans l'illusion que ce monde pouvait combler toutes nos attentes, alors que aujourd'hui on se rend compte et ceux qui sont confrontés à la mort se rendent compte évidemment de façon brutale qu'on a toujours besoin de Dieu, on a besoin de trouver une explication, non seulement une explication au mal et à la souffrance, mais on a besoin de trouver la compassion. Et le fond du christianisme, c'est ça, c'est Dieu qui vient souffrir avec nous pour que notre souffrance personnelle et la souffrance de ceux qui sont dans des situations dramatiques, et que ce soit physique ou morale ou psychologique, eh bien Dieu vient les accompagner. C'est ça le mystère, on a fêté Noël il y a quelques jours. Dieu qui se fait petit enfant et qui va même jusqu'à souffrir et mourir pour que aucun être humain ne puisse dire à Dieu « tu ne sais pas quelle est ma souffrance ». Et c'est ça finalement le cœur du christianisme, c'est que Dieu se fait l'un d'entre nous pour venir souffrir et pleurer avec nous et nous consoler dans ces moments dramatiques. Véronique Jacquier qui est en plateau avec moi, voulez-vous vous poser une question, Véronique, je vous en prie. Oui, qu'est-ce que vous diriez, vous, justement, à cette jeunesse qui se rassemble dans ces églises? Quelle homélie vous leur feriez? Parce que c'est un contexte tellement difficile. Cette jeunesse qui a perdu ses amis, cette jeunesse qui est marquée, ces jeunes qu'on n'a pas encore retrouvés, ces parents qui ne s'en remettraient pas. Quel message fort vous feriez passer? Parce qu'il n'y a pas que la dimension de consolation, il y a la dimension de foi aussi. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, vous savez, dans ce genre de situation, moi, ça m'est arrivé, par exemple, de célébrer les obsèques d'un petit enfant devant les parents qui viennent de perdre leur enfant. Enfin, il y a des situations devant lesquelles il ne s'agit pas d'argumenter. Et finalement, dire quelque chose, donner des raisons serait peut-être encore plus cruel qu'autre chose. Et donc, dans cette situation, il y a deux attitudes. Il y a la compassion. C'est-à-dire savoir souffrir avec ceux qui restent et savoir partager la souffrance pour qu'elle soit moins dure à porter, moins lourde à porter. Et deuxièmement, la foi et l'espérance chrétienne. C'est-à-dire que comme chrétiens, on sait que nous ne sommes pas faits pour cette vie, mais nous sommes faits pour une vie de bonheur et de joie pour l'éternité. Et donc notre prière peut effectivement faire que ces jeunes qui sont morts comme ça brutalement dans des circonstances tragiques, eh bien ils vivent aujourd'hui dans l'éternité, dans une éternité de bonheur. Et que la mort n'est pas la fin de toute chose. Ça, c'est la foi qui nous l'enseigne. La mort n'est pas la fin de toute chose, mais c'est le passage à une vie meilleure dans laquelle il n'y a aucune souffrance, aucune douleur, aucune limite, puisque nous n'avons pas ce corps de chair qui nous fragilise. Et donc, c'est la foi et la prière, du coup, qui seule peut donner une espérance qui va au-delà de la mort, au-delà de la souffrance, et qui nous fait voir les choses sous un regard d'éternité. Et donc voilà, c'est en ça que la foi, effectivement, est une solution, une réponse à toutes ces souffrances humaines. Reprennent le fil aussi de notre émission avec un certain nombre de témoignages qui apportent aussi quelques lumières aussi sur ce qui a pu se passer. Ces témoignages ont été recueillis, été compilés par Nicolas Roger. Le regard perdu dans le vide, Aurélie est traumatisée. Plusieurs de ses proches étaient présents dans le bar le soir du drame. L'un d'entre eux est décédé. J'ai perdu un de mes amis très proches, une personne que je considérais comme mon frère, comme un pilier. C'est très compliqué. On a un autre de nos amis qui est
toujours porté disparu pour le moment. On n'a aucune nouvelle. S'il a été pris en charge, s'il va bien, on ne sait pas. Un jeune habitant fêtait le réveillon du Nouvel An dans un bar situé à proximité de l'incendie. Il a rejoint les lieux du drame quelques minutes après les faits. Le jeune homme raconte ce qu'il a vu. Quand on est arrivé, il y avait déjà un important dispositif de secours qui était déployé, qui sont arrivés très vite d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris. C'était assez impressionnant de voir des gens à même le sol se faire masser, des gens qui sortent, qui sont brûlés. Visiblement, c'est pas très joli à voir, quoi. Un autre témoin était présent dans le bar Le Constellation, 1 heure avant que l'incendie ne se déclenche. Il dépeint des failles concernant la sécurité de l'établissement. Si ça devrait à se rouvrir, mettre au moins une deuxième sortie de secours, agrandir les lieux et contrôler beaucoup plus les âges des gens qui rentrent. En effet, les témoignages évoquent un nombre élevé de mineurs présents dans le bar le soir de l'incendie. Maurice Mimoun, on voit aussi évidemment ces témoins très choqués parce que les blessés ou les personnes qui ont perdu la vie, qui sont sorties de ce bar quand on est un grand brûlé, évidemment l'aspect est assez impressionnant et c'est ce qui a beaucoup marqué les témoins. Ils nous disent on n'arrivait pas à reconnaître forcément les visages, les vêtements, déjà même pour les personnes qui s'en sont sorties, étaient complètement brûlés. C'est vrai que vous, en tant que spécialiste, c'est une chose que vous voyez dans vos services, mais pour quelqu'un de normal, c'est très très pénible à voir et très dur moralement. C'est horrible, il n'y a pas d'autre mot. La brûlure en elle-même fait qu'on ne reconnaît plus les corps, mais c'est aussi, il y a un édème qui se crée très rapidement, qui fait gonfler la personne, donc on ne la reconnaît plus, même si elle est peu brûlée au départ. C'est pour ça que certains n'ont pas reconnu leurs propres proches, visiblement, juste après le bar. Alors, de temps en temps, il y a un aspect monstrueux au départ, ça ne veut pas dire qu'après, ils récupéreront pas leur visage. C'est un petit peu le message d'espoir que je donne, mais c'est insoutenable. Effectivement, on entend ces témoins depuis hier sur CNews et Europe 1 qui sont évidemment très choqués de ce qu'ils ont vu. On va retourner sur le terrain, retrouver Jean-Luc Boujon, l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Et avec vous, Jean-Luc, on va s'intéresser aussi à ces familles et qui cherchent toujours et encore leurs proches et qui espèrent des réponses. Oui, absolument. J'ai pu en rencontrer notamment une maman qui, depuis hier, depuis 40 heures, m'explique-t-elle, est toujours sans nouvelles de son fils Arthur. 16 ans, qui était allé faire la fête dans ce bar. Elle a échangé des textos avec lui pour la bonne année aux alentours de minuit. Elle me parlait de textos à minuit 3 où il lui a souhaité une bonne année. À minuit 6, elle lui a répondu j'espère que tout se passe bien, je t'aime moi aussi, bonne année. Et depuis, plus aucune nouvelle. Et c'est terrible parce qu'elle essaye par tous les moyens, sur les réseaux sociaux, elle parle à tous les médias de toutes les nationalités, il y en a beaucoup ici, et pour l'instant, elle n'a aucune nouvelle. L'espoir s'amenuise parce que ce matin, par exemple, les familles ont été réunies et on a dit à ces familles que sur les 40 victimes, les 40 personnes décédées, 36 avaient été identifiées, il en restait 4 à identifier, 3 garçons et une fille, 3 hommes et une femme. Elle a peur que son fils fasse partie des 3 garçons, mais elle n'en a pas la certitude, alors elle continue. Elle se dit que pourquoi pas, il a pu être admis dans un service, mais on ne connaît pas son identité. Peut-être qu'une infirmière va voir sur les réseaux et va se dire tiens, c'est le garçon que j'ai dans mon service. Elle espère toujours, mais j'ai vu dans son état, plus les heures passent et plus c'est difficile pour elle. J'ai rencontré aussi 2 autres garçons qui sont à la recherche, eux, de leur ami Mathéo, qui était le DJ du bar La Constellation. Le DJ, ils n'ont aucune nouvelle, ils ne savent pas, ils se disent que dans son petit réduit en bois où il mixait, ça a dû être difficile pour lui de sortir, mais ils n'ont pas de nouvelles, ils espèrent eux aussi, mais ils n'ont aucune nouvelle de ce DJ. Et comme ils ne font pas partie des familles, bien pour l'instant, ils ne sont pas admis, ils ne sont pas dans la confidence avec les autorités. Ça aussi, c'est difficile à vivre pour eux. Ils sillonnent donc un petit peu Crans-Montana. Ils demandent aussi aux journalistes quelques renseignements que nous n'avons pas forcément à leur donner. Mais voilà, c'est un peu l'état d'esprit de ces familles pour qui véritablement ces heures sont très, très difficiles. Merci beaucoup Jean-Luc Bonjon d'avoir été avec nous et vous avez fait référence justement à cette maman qui cherche depuis des heures, on pourra dire bientôt même des jours, son fils. On va justement l'écouter, elle s'appelle Laetitia et vous le disiez, elle a sillonné notamment un certain nombre d'hôpitaux pour retrouver son fils. On l'écoute. On ne sait pas quand est-ce qu'on va recevoir les identités, quand est-ce qu'ils vont être identifiés en fait, on ne sait pas. On a donné notre ADN. Maintenant, ça va être une question de longues heures pour essayer de savoir où sont nos enfants, en fait. Je
J'ai besoin d'être proche, en fait. J'ai besoin d'être proche de cet endroit qui a été le dernier endroit où mon fils était, à mon avis, vivant. Donc, j'ai besoin d'être proche d'ici. J'ai besoin. Je dors pas, La seule chose qui me fait du bien, c'est de me dire que je suis là, en fait, que je suis à côté. Et dès que j'aurai retrouvé mon fils, je serai à côté de lui, pour de vrai. Mais en attendant, je suis là. Je suis à côté de lui, ici, là. Je peux pas m'imaginer ailleurs, en fait. Tant que je suis à Crans-Montana, je suis à côté de la constellation. Laetitia Guinan, évidemment, ces témoignages sont glaçants. On partage bien sûr la douleur de cette maman. Et comme on le disait aussi, comme il y a eu des transferts d'hôpitaux à hôpitaux, que les personnes n'avaient pas forcément des papiers sur elles, il y a sans doute des bonnes nouvelles. Ça peut se terminer par des bonnes nouvelles, mais on imagine l'angoisse de ces familles qui ne savent absolument ni l'état, ni le lieu où se trouve leur enfant, leur ami, parce qu'il y a aussi beaucoup d'amis qui cherchent leurs proches. Non, mais c'est l'horreur. Enfin, cette mère me bouleverse parce qu'évidemment, on s'identifie parfaitement. Et c'est comme tous ces parents qui ont quitté peut-être leur enfant la veille ou à minuit en leur souhaitant une bonne année. Et de très jeunes enfants, encore une fois, c'est des adolescents et qui, en toute confiance, parce que on y reviendra, mais c'est vrai que cette douleur-là, elle est incommensurable. Et en plus de ne pas savoir ce qui lui est arrivé, de ne pas savoir... Enfin là, je pense qu'il y a une certaine résignation, mais c'est... Je sais pas, il n'y a rien de pire comme parent. Donc, on peut qu'être bouleversé par ce qu'ils vivent sans même imaginer le tiers du quart de ce qui se passe en ce moment pour eux et ce qui se passera dans les mois, les jours à venir. Effectivement, Maurice Mimoun aussi, ce qu'on disait, c'est que ces personnes qui sont blessées, en train d'être prises en charge, certaines sont arrivées sans être conscientes, donc sans pouvoir décliner leur identité. Et forcément, c'est aussi très dur de faire l'identification, y compris sur les personnes blessées, peut-être encore plus d'ailleurs quand elles ont été transférées. Certaines ne sont plus en Suisse, elles sont parties en Allemagne, en France. Évidemment que tout cela prend aussi un peu de temps. C'est dur pour les familles, mais les médecins ne peuvent pas faire miracle s'il n'y a pas de papier d'identité sur les victimes. Ils sont tous en coma artificiel. C'est pas ou c'est des petites brûlures et on les a pas fait rentrer dans les centres. Ceux qui sont rentrés dans les centres, ils sont tous en coma artificiel. La douleur est trop forte et puis pour les réanimer, donc ils peuvent pas parler, ils peuvent rien dire. Donc effectivement, on comprend évidemment à quel point c'est compliqué. On va parler aussi maintenant de cette victime. Il s'appelle Tairis Dos Santos. C'est un footballeur qui a été blessé lors de cet incendie. Il a pu dire quelques mots à ses parents. Il a été transféré justement, lui, en Allemagne. On écoute Christophe Hutto. C'est son agent qui était sur l'antenne de CNews à la mi-journée. Écoutez-le. Il va comme il peut aller en pareille circonstance. Il a été brûlé sur une grande partie du corps. Après avoir été traité par l'hôpital de Sion, il a été transféré hier en fin de soirée dans un centre de grands brûlés à Stuttgart en Allemagne. Il était conscient lorsqu'il a vu ses parents arrivé hier en début d'après-midi à Sion. Il a pu échanger quelques mots et ensuite il a été placé sous respiration pour probablement traiter la douleur afin qu'il souffre le moins possible. Et Véronique Jacquier, Christophe Hutto qui nous disait à la mi-journée que dès qu'il s'est réveillé, il a demandé des nouvelles de sa compagne avec qui il était dans ce bar, de ses amis, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, bien sûr qu'il y a le traumatisme de cet incendie, mais ce sont aussi des personnes qui se réveillent sans savoir ce qu'il est advenu de leurs proches. Ça peut créer un deuxième traumatisme et en ayant une vie totalement, évidemment, chamboulée. Là, il était brûlé sur à peu près 30% de son corps. C'est un deuxième choc aussi. Il faut accepter aussi son sort, malheureusement, dans ces cas-là. Évidemment, non, mais il y a plusieurs traumatismes. Il y a le fait de se retrouver brûlé et peut-être d'être dans l'incapacité de continuer sa carrière professionnelle. Il y a le fait de se demander où sont ses proches. On évoquait la douleur de cette maman qui est indicible. Il n'y a pas de mots d'ailleurs quand on perd un enfant. Oui. Il n'y a pas de mots quand on perd ses parents, on est orphelin. Mais quand on perd un enfant, il n'y a pas de mots dans la langue française pour dire ce qu'il en est. Donc effectivement, on a l'impression que ce traumatisme est un séisme. C'est-à-dire qu'il y a des répliques qui vont durer très 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 longtemps. Et de toute façon, il y a des blessures, vous pouvez nous en parler, docteur Mimoun, qui sont quelque part au sens propre, au sens figuré, impensables, non ? Par exemple, ce joueur professionnel, ce jeune sportif, quand on est brûlé sur 30% du corps, comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? Comment est-ce qu'on gère ?
Alors là, lui, je suis peut-être un peu plus optimiste parce qu'il n'a pas le visage brûlé a priori, puis il a parlé à ses parents. Il a eu un moment de conscience, effectivement. Il a eu un moment de conscience. Il est maintenant comme artificiel pour la douleur, mais 30% sur le corps, si on le traite bien, au plan physique, il va s'en sortir, il pourra rejouer. Le problème, c'est le choc psychique qui va être avec. Est-ce qu'il va avoir le courage de se réentraîner il y a quand même une coupure qui va être au moins d'un an et demi, mais il y a un espoir. Il y a un espoir, évidemment, il faut se rattacher à cela. On va se rendre justement sur le terrain, rejoindre Thibaut Marcheteau et Sacha Robin. Bonjour et merci à tous les deux. Vous avez notamment, vous, suivi la conférence de presse de l'hôpital de Lausanne qui prend en charge une vingtaine de patients. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette conférence de presse, cher Thibaut ? Eh bien écoutez, Élodie, pendant 1 heure, le service médical du CHUV de Lausanne nous a expliqué comment, heure après heure, il a pris en charge ces patients. 22 patients ont été accueillis ici dans ce département spécialisé contre les grands brûlés, comme il en existe 2 seulement ici en Suisse, à Lausanne, mais aussi à Zurich. Sur ces 22 patients âgés de 16 à 26 ans, eh bien 8 sont mineurs, ce qui complexifie encore plus la tâche de ces soignants. Ils ont détaillé ce travail, un travail très lourd et très précis qu'ils doivent réaliser sur ces jeunes adultes ou alors sur ces mineurs. Un travail qui nécessite de nombreux personnels médicaux, qui mobilise évidemment beaucoup de soignants avec pour la plupart de ces patients qui ont été intubés ou qui sont en coma artificiel, une attention particulière. Par exemple, on nous a expliqué que même pour changer un pansement, il fallait passer au bloc opératoire. Il faut détailler cette convalescence, en tout cas le parcours de ces patients ici, en plusieurs étapes. La première et la plus importante, c'est une phase de stabilisation. On sait d'ailleurs que de nombreux pronostics vitaux restent engagés. La deuxième, ça va être une période de soins avec probablement des greffes de peau. Elle va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et enfin, la rééducation. Mais pour l'instant, nous n'en sommes vraiment pas encore là. Évidemment, ces brûlures, elles vont prendre des années à se cicatriser. En tout cas, il se pose également la question des transferts, parce que la directrice l'a rappelé, s'il existe une chance infime de survie pour ces patients, elle sera choisie par l'équipe médicale. Et s'il faut transférer dans des conditions particulièrement délicates, c'est un déplacement particulièrement dangereux, sûrement par voie aérienne, notamment pour la rapidité de ce transfert, alors cette décision sera prise. On sait aussi que la coopération internationale rentre en jeu avec des lits dans les hôpitaux français qui ont été proposés aux autorités suisses. Merci beaucoup Thibaut Marcheteau, merci à Sacha Robin qui vous accompagnait. Effectivement, Jean-Michel Salvatore, il y a aussi cette complexité que ce drame surcharge les hôpitaux, bien entendu, avec la particularité, comme vous nous l'expliquiez, Maurice Mimoun, il y a quelques instants, que les services de grands brûlés sont des services très particuliers et que c'est pour ça qu'il a fallu très vite activer aussi la solidarité internationale pour aller chercher des lits là où ils étaient disponibles. Oui, mais alors là, je parle sous le contrôle du docteur Mimoun, mais moi j'ai l'impression que les médecins, de toute façon, se connaissent tous. Tous les médecins qui exercent cette spécialité se connaissent tous parce qu'ils se voient dans les congrès, ils échangent évidemment les techniques nouvelles, les recherches, etc. Et donc, quand il se produit un événement comme celui-là, tous les médecins s'appellent les uns les autres en disant « Tiens, voilà, j'ai des malades, est-ce que tu peux pas m'en... » Enfin, je sais pas. Oui, ça fonctionne très bien. C'est les médecins, en fait, qui organisent la répartition des malades et les soins, parce qu'ils sont les seuls à savoir quelle est la gravité de ce qu'ont chacun des blessés et quels sont les services les plus adaptés pour essayer de les soigner. Maurice Mimoun, effectivement, c'est comme vous êtes très spécialisé, vous connaissez entre vous et c'est facile d'activer justement, savoir qui a des lits, où est-ce qu'on peut envoyer des patients. Oui, d'ailleurs on en parle en congrès, on réfléchit à ces problèmes d'afflux massif. Donc c'est assez organisé, on se téléphone et on sait un peu les choses. Il y a une chose, c'est que les mineurs n'entraînent pas de difficultés supplémentaires. C'est plutôt, être mineur, c'est plutôt, dans la brûlure, une chance de survie supplémentaire. Ce qui peut rendre plus difficile, là, à Lausanne, les choses, c'est que ça nécessite
une instrumentation particulière, des canules plus petites, des choses. Si c'est pas un hôpital d'enfants, ça c'est plus difficile. Sinon, la chance de survie d'un mineur ou d'un enfant est plutôt plus grande que celle d'un adulte. Et justement, on va continuer évidemment à en parler. Je voudrais qu'on écoute ce papa. Il est le père d'un ressortissant italien qui était sur place et qui a été brûlé. Et il explique justement la souffrance de son fils. Écoutez-le. J'étais chez moi en train de dormir et ils m'ont appelé parce que la mère d'un autre enfant a eu des nouvelles de mon fils. Je suis descendu sur la place et la situation était terrible. J'ai appelé mon fils et Dieu merci, il a répondu. J'ai passé les barrières de sécurité et nous sommes allés sur la place à la recherche d'un centre médical où il pourrait être soigné. Mon fils est mal mais il est en vie et c'est le plus important. Il a des brûlures sur 30 à 40% de son corps. Heureusement, il n'a des brûlures que sur les bras, le dos et les cheveux. Il a été touché par les flammes alors qu'il s'enfuyait du club. Maurice Mimoun, malheureusement, et les autorités suisses l'ont redit, sur les 119 blessés, beaucoup encore en pronostic vital engagé. Je crois que c'est assez fréquent quand on est victime de brûlures. Est-ce que, c'est-à-dire que c'est le genre de pronostic où on ne peut pas se prononcer si tôt pour savoir si la personne va survivre ou pas? Pas du tout se prononcer trop tôt, pour plusieurs raisons. D'abord, la profondeur de la brûlure est toujours hypothétique. C'est très simple, si c'est un 3e degré, la peau est morte. Si c'est un 1er degré, tout va récupérer. Mais 2e degré ne veut rien dire. Et on a inventé 2 mots pour 2e degré profond et 2e degré superficiel. Mais il est impossible de savoir avant une 10-15 jours si on est en 2e degré profond ou superficiel, et ça change parfaitement le pronostic. Ensuite, ces brûlés vont être traités. Le pronostic vital sur les grands brûlés, il faut au moins 1 mois avant qu'on sache. Donc malheureusement, il y a des patients pour lesquels on ne pourra pas se prononcer avant 1 mois. D'accord, et c'est pour ça sans doute que les autorités prennent autant justement de pincettes avant de donner un pronostic. Nous sommes avec Caroline Rambaud. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes médecin légiste parce que malheureusement, on commence à savoir qu'il y a environ une quarantaine de personnes qui sont décédées. Et ce qu'on voit évidemment, c'est que l'identification des corps est très compliquée. Comment on procède en fait dans ces cas-là quand on doit retrouver l'identité de personnes qui n'ont pas forcément de papier d'identité sur elles et qui parfois malheureusement sont assez méconnaissables du fait de leurs blessures et de leurs brûlures? Bien sûr, c'est toujours très difficile. Alors on va commencer tout d'abord par les empreintes digitales, c'est ce qui est le plus simple. Si on a des empreintes de comparaison, et puis ensuite on peut avoir une identification avec les données dentaires, mais comme il s'agit de gens jeunes, il est probable qu'ils n'auront pas eu beaucoup de soins dentaires et donc ça sera peu utilisable. Et donc on se sert surtout de l'ADN. Alors l'ADN, c'est facile à prélever sur ces sujets. Il suffit d'avoir un peu de sang ou un petit peu de moelle osseuse. Et puis, on va procéder par comparaison. Donc, il faut déjà avoir de l'ADN des familles de disparus, avoir la liste des disparus, répertorier l'ADN de leurs proches et ensuite, on va comparer avec l'ADN des corps qui sont à la morgue. Et donc, s'il y a un match, on pourra dire que l'identité est certaine. Caroline Rambaud, c'est aussi pour ça, j'imagine que dès hier, les familles ont été appelées à se regrouper. Il y avait bien sûr une dimension d'aide psychologique à cela, mais c'était important aussi de récupérer leur ADN, parce que j'imagine que c'est le seul moyen de trouver les parents, par exemple, de victimes et d'aller au plus vite, justement, dans l'identification. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est le moyen. L'identification ne peut vraiment être faite que comparativement. Quand on a l'ADN d'un sujet, on ne peut pas dire c'est monsieur un tel ou c'est mademoiselle truc. Il faut impérativement pouvoir comparer cet ADN à idéalement l'ADN de la personne disparue, mais si on ne l'a pas, l'ADN de proche avec à ce moment-là des identifications qui se font d'une façon vraiment certaine. On imagine que c'est aussi cela qui prend du temps. On sait que Crans-Montana est une station fréquentée par beaucoup de personnes, y compris qui venaient parfois de loin. Et si les autorités suisses continuent de dire que cela prendra du temps, c'est peut-être parce que cette récolte justement d'ADN, si les proches sont tous à des centaines de kilomètres, évidemment, malheureusement, ça ralentit le travail de vos collègues suisses. Absolument, c'est la difficulté essentielle,
c'est que les familles peuvent être très loin, et on l'a vu dans la conférence de presse qu'a donnée la procureure, qu'il y a de plusieurs pays qui sont concernés. Donc le temps de se mettre en rapport avec toutes les familles, et puis on ne sait pas exactement qui sont les disparus qui étaient dans ce bar. Donc il y a beaucoup de disparus, il faut contacter toutes les familles, et c'est un travail qui est long et méticuleux, très minutieux, et il n'est pas question de faire une erreur dans une identification. Donc on a vraiment deux équipes qui travaillent en parallèle, l'équipe qui travaille à la collection des ADN des sujets décédés, et puis l'équipe qui travaille avec les personnes, les proches, les familles des disparus, et ensuite il y a une cellule de comparaison qui va dire s'il y a un match entre l'ADN d'un mort et l'ADN d'un disparu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Caroline Rambaud, médecin légiste, et pour toutes ces précisions. Évidemment, Laetitia Guinan, on sait que les autorités suisses sont aussi très prudentes parce qu'il y a encore beaucoup de travail pour identifier à la fois les blessés qui restent non identifiés et les victimes. On entend que ça prenne du temps, et c'est important aussi dans ces cas-là de temporiser un peu et de rappeler qu'il ne faut pas s'emballer. Il vaut mieux attendre plutôt que d'avoir de mauvaises informations, même si c'est évidemment très cruel et très dur pour ces familles. Oui, et puis c'est très incompréhensible pour les Français, parce que c'est vrai que là les Suisses et peut-être que nous allons trop vite parfois d'ailleurs. Font un grand effort de faire des conférences de presse. Là, le Conseil d'État valaisan, effectivement, a pris la mesure aussi de la dimension dramatique, y compris pour le canton, en termes d'image de marque. Et donc là, ils font et qu'il fallait entourer ces familles. Donc, ils communiquent très bien. Pour les Suisses, ils communiquent beaucoup. Donc, effectivement, ils rappellent quand même aussi avec pédagogie que tout prend du temps, qu'une enquête, ça prend du temps, qu'on n'affirme pas les choses comme ça à la va-vite, surtout pour des choses aussi graves, et que c'est bien normal. Ils le font avec pédagogie, et cela dit, c'est vrai que il n'y a pas de chaîne d'infos en continu en Suisse. Il n'y a pas cette tradition de la polémique. On ne va pas chercher des responsables tout de suite. On est beaucoup plus prudent. Et puis, on a dans une certaine mesure probablement aussi raison de l'être, parce que effectivement, quand il s'agit d'identifier et de prendre des mesures aussi graves que celles qui sont en train d'être prises, ça prend du temps. Et c'est pas le temps des médias, etc. Après, ils le font avec pédagogie. Donc, moi, je trouve que l'exercice est plutôt très réussi du point de vue même international. Après, la question sera évidemment de l'enquête et du reste. Mais je comprends la frustration immense des Français, parce qu'on est vraiment sur deux registres. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Et donc, les Suisses n'ont pas du tout cette... Même la population n'a pas ce même besoin de réponse. De réponse tout de suite, immédiate, n'a pas besoin d'être rassurée autant que peut-être les Français par l'État. Et donc, c'est vraiment... Voire même, ils sont indisposés. Il y a des Suisses qui, aujourd'hui, pensent que voilà, on va trop vite, qu'il faut respecter le temps du deuil, que c'est bien normal, que les choses prennent du temps, etc. Donc, c'est jouer pour les autorités suisses, il faut jouer entre ces deux niveaux et entre ces trois niveaux, parce qu'encore une fois, il y a des niveaux. Il y a un niveau de la Confédération, l'État suisse, les cantons, c'est eux qui ont les plus grands pouvoirs, en fait, en Suisse, et puis des communes. Donc, c'est une construction très, très différente dans son fonctionnement de celle de la France.